Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. Et tout de suite, parlant des finances, le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Moulangwa, a déclaré que pour que le secteur des assurances soit robuste, les gouvernements du continent africain doivent contribuer à l'élaboration des politiques facilitant le travail des compagnies d'assurance et du secteur privé. Il a réaffirmé ce point lors de la réunion annuelle de l'Agence des promotions des assurances du COMESA qui se tient actuellement à Kigali. Les détails avec Patrick Guiridanti. En 2019, le Rwanda a lancé le régime national d'assurance agricole et d'élevage destiné à protéger les agriculteurs et les éleveurs contre les pertes dues à des problèmes indépendants de leur volonté, tels que les maladies et les catastrophes naturelles. Ce type de régime est devenu essentiel pour les acteurs du secteur des assurances et qui démontre que la collaboration entre le gouvernement du continent africain garantit une sécurité d'assurance sans faille. Lorsqu'un événement inattendu et catastrophique s'est produit, le gouvernement est tenu d'apporter son aide à ses concitoyens. Cependant, si cette aide est retardée, elle devient inefficace et nécessite un budget supplémentaire pour combler le manque. En revanche, un partenariat avec les compagnies d'assurance permet au gouvernement, dans ces situations, de protéger les activités des citoyens affectés par les catastrophes. Par exemple, en cas de précipitations supérieures à 200 mm, nous n'exigerons rien d'autre qu'une indemnisation immédiate des dommages. Aucun secteur ne peut agir seul. Tous doivent s'appuyer sur une collaboration étroite et constante avec les partenaires, le gouvernement, les organismes de réglementation, les agents de développement et les secteurs des assurances en général. C'est ainsi que nous procédons. Et c'est sur ce point que portent nos discussions concernant la résilience face aux catastrophes. La gouverneure de la Banque centrale du Rwanda, Soraya Akuziyaremye, estime qu'il est nécessaire de bâtir un secteur de l'assurance solide sur le continent africain, capable de protéger le secteur agricole et commercial contre les pertes. Nous savons que notre région, et plus particulièrement l'Afrique, est confrontée aux défis du changement climatique. Or, la couverture d'assurance n'atteint que 3% et 80% des pertes ne sont pas assurées. À titre de comparaison, des études montrent que les pertes des entreprises en Afrique au cours des 5 dernières années, ont atteint 32 millions de dollars américains en raison des inondations en Afrique australe. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Moulangwa, a souligné le rôle des politiques et stratégies mises en œuvre par le gouvernement africain pour faciliter le travail des compagnies d'assurance. Pour que le secteur des assurances soit résilient, les gouvernements doivent mettre en place des mécanismes facilitant la supervision des acteurs du secteur de manière exhaustive et transparente. Cependant, l'innovation et la diffusion nécessaires à la réalisation de ces objectifs relèvent de la responsabilité du secteur lui-même. Cette conférence de 2 jours réunira des hauts fonctionnaires, des régulateurs, des dirigeants d'entreprises, des partenaires au développement et des représentants du secteur privé. Ils y débattront du rôle de l'assurance dans la promotion d'une croissance économique durable et d'une assurance complète en Afrique. Le ministère de l'Éducation, à travers le Conseil de l'enseignement supérieur, a lancé un programme de proximité visant à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur au Rwanda. Cette initiative s'inscrit dans une volonté stratégique d'améliorer les performances des universités et des institutions d'enseignement supérieur en mettant l'accent sur les standards académiques les plus élevés et une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Conduit par le ministre de l'Éducation, Joseph Sengimana, ce programme réunit les responsables des universités, les enseignants ainsi que les étudiants autour d'un objectif commun,
améliorer les méthodes d'enseignement, optimiser les conditions d'apprentissage et renforcer la gouvernance des établissements. Dans ce cadre, des visites de terrain sont organisées, notamment dans les laboratoires universitaires, afin d'évaluer leur contribution à la formation pratique des étudiants. Ces infrastructures jouent un rôle essentiel en permettant aux apprenants de mieux maîtriser les connaissances théoriques et de développer des compétences innovantes, indispensables ainsi pour faire face à la concurrence sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, cette initiative prévoit la mise en place d'une plateforme d'échange et de concertation dédiée au suivi de la mise en œuvre des politiques éducatives nationales. Cette plateforme permettra ainsi de différents acteurs du secteur de partager leur expérience, d'identifier les défis persistants et de proposer des solutions adaptées pour améliorer durablement le système éducatif rwandais. Et à travers ce programme, le gouvernement ambitionne de bâtir un enseignement supérieur plus performant, inclusif et orienté vers le développement socio-économique du pays. À présent, parlons également d'actualité. Nous allons revenir sur les Rwandais ainsi que la diaspora. Les Rwandais de la diaspora ont salué les réformes engagées par le gouvernement, notamment la suppression de la TVA sur les transferts d'argent ainsi que la baisse des coûts d'envoi grâce à la collaboration avec le secteur privé. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Ces mesures ont permis de réduire les frais à niveau compris entre 3 et 5%, contre environ 9% auparavant. Cette évolution facilite les échanges financiers et encourage davantage le transfert vers le Rwanda. Cela nous permet d'envoyer l'argent facilement à un coût réduit. De plus, une application appelée Rwanda Pay sera lancée le 1er juin, ce qui nous aidera à effectuer des transferts rapidement où que nous soyons. Dans cette dynamique, des initiatives privées émergent également au sein de la diaspora. Sengium Ramadan, vivant en Europe depuis plus de 30 ans, a mis en place un système de transfert à faible coût pour les Rwandais de son continent. Il explique que leur objectif est de rendre ces services encore plus accessibles tout en restant compétitifs. En tant que propriétaire de notre entreprise, nous avons la possibilité, par exemple, d'offrir des transferts gratuits pendant une certaine période. Cela ne nous empêche pas de collaborer avec d'autres sociétés, mais nous voulons être les premiers à proposer des prix bas pour les transferts vers le Rwanda. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à partir du 1er juin. Au-delà des transferts, la diaspora rwandaise investit aussi des projets structurels comme le Hope Hostel, Rwanda Campaign, dans le district de Gasabo, ou encore le complexe Mohima Investment Company Limited à Kigali, ainsi que dans le secteur de l'hôtellerie et du transport. Les experts estiment que cet environnement est favorable aux investissements. Le gouvernement a supprimé la TVA de 18%, ce qui constitue un obstacle majeur. Aujourd'hui, les diaspora bonds proposés par la Banque nationale du Rwanda, les Rwandais peuvent investir en toute confiance. La stabilité, la transparence et la bonne gouvernance renforcent cette confiance. Les chiffres confirment que cette tendance, les transferts de fonds de la diaspora ont augmenté 27% en 2025 pour atteindre 639 millions de dollars américains, contre 573 millions de dollars américains en 2024 et 458 millions de dollars américains en 2023, représentant près de 4% du PIB du Rwanda. Le ministère des Infrastructures a annoncé la préparation des nouveaux projets visant à transformer les véhicules utilisant les produits pétroliers en véhicules fonctionnant à l'électricité ou au gaz. Cette initiative s'inscrit dans une double logique, faire face à la hausse des prix du carburant par les émissions des véhicules à Kigali, la circulation dense des motos ou des voitures, quelles que soient petites ou grandes, contribue ainsi fortement à la dégradation de la qualité de l'air. Et les venues incessantes de véhicules témoignent d'une forte activité, mais aussi d'impact environnemental préoccupant. Avec la hausse des prix de carburant, liée notamment aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient,
De nombreux usagers peinent à faire face aux coûts. Certains ont choisi de laisser leur véhicule au garage et de recourir au transport public, tandis que les utilisateurs de véhicules électriques soulignent les avantages économiques et écologiques de cette alternative. Cela permet de réduire les émissions polluantes et de diminuer les dépenses. Quand on sait que le litre d'essence dépasse 2300 francs rwandais, même avec les subventions de l'État, on réalise qu'il y a une réelle économie aussi bien pour l'individu que le pays. Le conseiller technique principal en charge du transport au ministère des Infrastructures, Biringiro Alfred, a précisé qu'un projet pilote est en cours pour convertir les véhicules thermiques en véhicules électriques ou à gaz, à l'image de ce qui a été déjà fait pour certaines motos. 85 motos ont déjà été converties en modèle électrique. Nous avons fait un appel à des experts venus de Pologne et de Turquie pour démontrer que la transformation des motos et des voitures est possible. Actuellement, nous sommes en phase d'expérimentation. Le principal défi reste la disponibilité du gaz. Mais ces perspectives existent, notamment avec les ressources du lac Kivu. Nous étudions également comment l'État et le secteur privé peuvent s'impliquer davantage. Par ailleurs, il a été décidé que 30% de véhicules achetés par les institutions publiques devront désormais être électriques. Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie nationale de promotion de la mobilité verte, visant à réduire progressivement la dépendance aux énergies fossiles et à lutter contre le changement climatique en limitant des émissions de gaz à effet de serre. En commémorant pour la 32e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, à Musambira, les responsables ont de nouveau condamné les dirigeants et les forces de sécurité à l'époque du génocide qui ont tué des Tutsis réfugiés dans l'église de Musambira ainsi que d'autres personnes abattues à Kayumbu alors qu'elles se rendaient à Kabgayi. La 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis s'est tenue dans l'enceinte de l'église paroissiale catholique de Musambira. De nombreux Tutsis ont été tués dans cette église, comme l'a expliqué Nyonambaza Monica lors de cette commémoration. Outre les Tutsis tués à l'église, d'autres ont été abattus à Kayumbu alors qu'ils se rendaient à Kabgayi par des soldats de la garde présidentielle de l'ancien président Habyarimana. Dr Nahayo Silver, maire du district de Kamoni, a exhorté les habitants de Musambira à poursuivre la lutte pour leur unité nationale. Les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis à Musambira ont remercié les soldats ingotani qui les ont sauvés et saluent les efforts qu'ils déploient pour reconstruire le pays. Et les professionnels du tourisme ont affirmé avoir un rôle à jouer dans la préservation et la transmission de l'histoire, notamment aux visiteurs étrangers au Rwanda. Des jeunes et autres personnes travaillant dans le secteur du tourisme et accueillant les touristes étrangers lors de leur visite au pays expliquent que la connaissance de l'histoire authentique du Rwanda et leur permet de mieux la partager avec ceux qui l'ignorent, en particulier les étrangers. Ces professionnels ajoutent qu'ils rencontrent quotidiennement des étrangers curieux de connaître l'histoire du génocide contre les Tutsis. Ils saisissent alors l'occasion de la leur expliquer clairement et de leur montrer les progrès accomplis par le Rwanda dans sa reconstruction. La responsable du département du tourisme au syndicat du secteur privé, Rutagarama Aimable, a affirmé qu'il ne peut y avoir de tourisme dans un pays sans paix et qu'il est de leur responsabilité d'éduquer et de préserver l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Ces employés du secteur privé qui ont visité le mémorial de Kigali à Gisozi ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite, mais d'un véritable voyage pour apprendre et comprendre l'histoire du pays. Cela leur a permis d'acquérir des connaissances et parmi leurs encouragements aux étrangers à visiter le pays, ils incluent également les monuments qui préservent son histoire.
Et les membres du Rotary Club estiment qu'il est essentiel d'éduquer les jeunes afin de leur prémunir contre les discours de haine et l'idéologie génocidaire qui persistent donc dans la région des Grands Lacs. Les membres du Rotary Club participant à la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis ont d'abord déposé des fleurs sur le mémorial de Kigali à Gisozi où reposent plus de 250 000 corps des victimes du génocide. Certains membres de l'organisation ont affirmé que ce souvenir est leur devoir et une occasion précieuse d'apprendre l'histoire du génocide afin qu'il ne se reproduise jamais. C'est pourquoi les membres du Rotary Club se sont fixés pour objectif d'intensifier le débat sur les discours de la haine et le négationnisme du génocide, tout en soulignant leur devoir de veiller à ce que l'histoire du pays ne soit pas oubliée. La directrice adjointe du Rotary Club de Rwanda, Carole Kalema, a déclaré qu'il profite de cette occasion pour montrer à la communauté internationale et à ceux qui s'élèvent encore contre les discours de haine qu'ils doivent changer, car le génocide des Tutsis est un acte planifié. Le Rotary international existe depuis plus de 100 ans. Il compte plus de 1,4 million de membres issus de 200 pays. Il mène des actions caritatives dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement et de l'amélioration du bien-être des populations. Des spécialistes de la santé mentale ont affirmé que l'art joue un rôle important pour aider les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis à se remettre de leur traumatisme émotionnel. De la musique à la poésie, en passant par le théâtre, l'expression créative offre de nouvelles façons d'exprimer son deuil et de préserver la mémoire. Le point avec Patrick Nilidandi. L'art devient un puissant outil de guérison. À travers la musique, la poésie, la peinture et le théâtre, les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis trouvent des moyens d'exprimer des émotions souvent difficiles à verbaliser. Pour beaucoup, ces formes d'expression créative permettent à la fois de se souvenir et de se reconstruire. Les chansons ont une résonance émotionnelle forte pour nous. Je vais vous donner l'exemple de la chanson Indabo de Musing. Chaque fois qu'il la chante, on a l'impression qu'il ravive les souvenirs des funérailles dignes de nos proches. Cela comble les vides et suscite une forme de guérison émotionnelle. Ces chansons nous sont d'un grand secours car elles nous permettent de nous souvenir de nos proches, de leur rendre hommage et d'apaiser notre douleur. Les artistes participant aux commémorations affirment que le processus de création les aide également à libérer leurs propres émotions tout en soutenant d'autres personnes dans une épreuve similaire. Chanter, c'est littéralement libérer des choses qui sont enfouies en nous. Cette musique porte aussi la voix de nombreuses personnes qui n'arrivent peut-être pas à exprimer leurs sentiments. Ces chansons me guérissent avant tout. Je les chante depuis plus de 20 ans. J'ai commencé avec des blessures émotionnelles qui, au fil du temps, se sont cicatrisées grâce à ces chants. Le rôle des artistes est de créer des chansons qui contribuent à l'unité nationale. Ces chansons aident aussi à préserver la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis, d'autant plus que ceux qui ont été témoins de cette sombre histoire sont en train de vieillir. Elles permettent ainsi de transmettre le fait concernant ces génocides, notamment aux jeunes générations. Des spécialistes de la santé mentale affirment que ces expressions peuvent être profondément thérapeutiques. Eugène Otembessa, psychologue spécialisé dans des troubles émotionnels et les traumatismes, explique que la musique commémorative aide les survivants à se sentir plus en sécurité et leur offre un cadre structuré pour gérer leurs émotions difficiles.
iyo urimo kuririmba aba ari uburyo bwo gutinyuka no kuvuga. Chanter est une autre façon d'affirmer ses sentiments et de les exprimer de manière mélodieuse. Les chansons puisent généralement leur source dans les profondeurs de l'âme. C'est pourquoi, dans ces chansons, on peut entendre parler des victimes de Nyaruguru, et je peux me sentir concerné par ce qui est arrivé aux victimes de Rwamagana. Au final, nous nous retrouvons tous dans la chanson. Les autorités affirment que l'impact dépasse le simple cadre de la guérison individuelle. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique souligne que les arts jouent également un rôle essentiel dans la promotion de l'unité et la préservation constructive de l'histoire du pays. Les artistes exercent une influence considérable sur les commémorations, car lorsque nous nous souvenons de sombres passés du génocide perpétré contre les Tutsis, ils expriment leur art à travers des chants et des poèmes pour créer des images mentales et susciter des moments de réflexion. Le ministère ajoute que toutes les œuvres artistiques commémoratives sont examinées avant leur diffusion afin de garantir que leur message soit exact, respectueux et contribue à l'unité et à la résilience. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. À tous, je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.